Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode sur YouTube dans lequel on va parler de Google qui va publier ses résultats demain soir. Et j'en profite pour faire une vidéo à l'ancienne qui fait plaisir avec beaucoup de chiffres. On va faire aussi beaucoup de qualitatifs à la fin, etc. Donc ça va être une vidéo que j'ai passé pas mal de temps à préparer. Et je la fais aussi en amont du débriefing des résultats qui m'a été demandé en détail en qualitatif, notamment jeudi, qu'on fera dans le school, avec aussi probablement Tesla et ServiceNow, et Tesla que j'ai en portefeuille et ServiceNow qui est une entreprise que je suis pas mal dans les logiciels. L'objectif de la vidéo du jour, c'est passer sur mon prix cible qui est conservateur, peut-être un peu trop. Et on va en parler notamment parce que quand je vais dans les documents financiers, je vois que les résultats sont bien meilleurs que ce à quoi je m'attendais. Pour information aussi, pour les membres du programme et de la communauté, je vous ai fait hier lundi la grosse vidéo du début de semaine où on revient sur tous mes prix cibles, l'état du marché, mon état d'esprit en ce moment, etc. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès à une communauté d'investisseurs dans laquelle on échange au quotidien. Excusez-moi pour ma voix, je pense qu'il y aura quelques cuts aujourd'hui dans la vidéo, j'ai la voix un petit peu enrouée. N'hésitez pas, c'est où je poste toutes les vidéos que je fais, les posts quotidiens depuis plus d'un an maintenant. Et on est de plus en plus d'investisseurs à échanger au quotidien. Et pour ceux qui veulent aussi de l'aspect formation, si vous débutez, elle est inclue avec l'abonnement annuel et vous la conservez évidemment au bout d'un an. Allez, on attaque avec la vidéo. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un conseil en investissement et je crois qu'il y aura beaucoup de cuts. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Bref, ça ne nous empêchera pas de faire la vidéo. La question que je vais me poser dans cette vidéo, c'est Google, est-ce que je suis pas prudent sur mes croissances, trop prudent? Et on reparlera aussi des marges, même si les marges, vous verrez, je pense que je suis peut-être pas tenté de les monter autant qu'en ce moment parce qu'il y a la capacité à fixer les prix, mais sur le long terme, je vous montrerai quand même les médianes. Donc je me pose des questions en fait en continu, hein, parce que l'entreprise, je l'ai en portefeuille depuis pas mal d'années. Tiens d'ailleurs, le S&P 500, hier, j'ai écrit une nouvelle peur qui nous a fait corriger les indices. Maintenant, je les écris toutes comme vous le savez. Google, ouais, j'en parlais il y a encore peu. Quand on était sur les 400, je disais, ça me paraît cher sur le papier, ça pourrait corriger. Moi, je la voulais plutôt dans les 220 et quelques. Mais elle est quand même en train de faire mieux que ce à quoi je m'attends. Et en fait, l'analyse, là, on continue ce que je vous disais. Moi, je l'ai acheté personnellement, on va retrouver ici, c'était dans l'année à peu près 2023, c'était là, après les peurs sur ChatGPT. Et plus de 3 ans plus tard, je continue à faire le suivi, évidemment. Alors, on va parler évidemment de la publicité, du risque de disruption qu'on a, on en reparlera beaucoup en qualitatif à la fin. Je commence par les chiffres aujourd'hui pour changer, j'avais envie. On va parler aussi de l'aspect YouTube. D'ailleurs, on parlait récemment du divertissement avec Netflix et j'aime beaucoup l'idée de m'exposer au divertissement et je suis exposé via Google qui a plus de 100 millions d'abonnés premium par exemple. Et quand je vois tout ce qu'ils sont en train de faire, j'ai envie de dire oui, s'il vous plaît, Google, continuez à investir. Et là, évidemment, vous aurez compris que c'est le narratif autour des CAPEX qui sont très élevés et les backlogs aussi qui sont très élevés. On va parler des backlogs. Je passais beaucoup de temps à faire cette vidéo en qualitatif en préparation justement de celle de jeudi. Donc, clairement, Google, oui, continue à investir parce qu'on le retrouve pour l'instant dans la croissance et dans les marges. En parlant de croissance, je me suis amusé à faire à la calculette là sur le trimestre d'avant. On est à plus 21% de croissance sur le premier trimestre 2026 contre le premier trimestre 2025. On aura le prochain trimestre demain soir. Et vous voyez, sur 2026, moi je suis à 18%. Donc pour l'instant, juste sur un trimestre, c'est mieux que prévu. Et même si je prends juste les croissances sur le moteur de recherche, celui qui avait été enterré, ChatGPT va les tuer, c'est certain. Je vous le fais là, la calculette en direct. Hop là, 19%. Moi je suis à plus 18. C'est beaucoup, 19% de croissance pour un business model qui est mort. Et vous voulez que je vous fasse YouTube? Allez, c'était pas prévu, j'ai sorti la calculette. Donc 9883 divisé par 8927, plus presque 11% de croissance sur les publicités YouTube, hein. Ça fait plaisir. Et clairement aussi, je vous ai pas fait le cloud, attendez, je vais vous le faire. J'ai oublié le plus, c'est pas le plus important, j'allais dire j'ai oublié le plus important, j'ai oublié ce qui fait le plus parler en ce moment. 0,28, j'avais pas prévu, bon c'est pas grave, c'est du direct. Sauf les cuts parce que j'arrive pas à parler aujourd'hui. Par contre, je suis de bonne humeur, je me marre. Voilà, plus 63% de croissance sur le cloud, plus 63%. Tu m'étonnes qu'ils sont à presque plus 22% sur l'année. Et dans mes chiffres, vous voyez, moi j'étais qu'à plus 18, ce qui fait qu'ils risquent de faire mieux cette année. Et juste en répartition de business, États-Unis, 49% du chiffre d'affaires, EMEA, donc Europe, Middle East, Africa,
Donc Europe, Moyen-Orient, Afrique 28% et APAC, Asie-Pacifique 17% et reste des Amériques 6%. Donc voilà, business qui est quand même assez mondialisé. Plus de 50% des chiffres d'affaires n'est pas fait aux États-Unis, c'est à noter. On attaque. Alors, si vous prenez les médianes, notamment sur les marges, je voulais commencer par là. Vous voyez que sur 10 ans, on est sur du 22% de médiane sur les marges nettes. Moi, dans mon analyse, je suis à 26. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, récemment, ils ont fait bien mieux. C'était pas prévu non plus, je ne l'ai pas calculé, mais on peut aller s'amuser à le faire. D'ailleurs, le net income, soyez prudence dessus, l'énorme bond que vous avez là, euh, il est en grande partie lié à des PV latentes, donc des plus-values latentes sur des business comme Anthropic, SpaceX, etc. Donc évidemment, quand vous lisez un compte de résultat, moi je soutiens toujours d'aller quand même dans les documents financiers parce que ça permet de détecter les choses et de ne pas juste s'arrêter à un indicateur, à un PER. Parce qu'en fait, si vous allez dans le compte de résultat, que je vais vous retrouver du coup, ouais, il est là. Vous avez bien over income, entre parenthèses expense, mais là c'est de l'income à 37 milliards. Donc en fait le chiffre d'affaires explosé, pardon, le chiffre d'affaires, le net income, donc les bénéfices ont explosé pour ça, donc prudence. Ce qui fait que les marges sur ce trimestre-là, elles n'étaient pas exploitables. Vous voyez, c'est là que je vous dis qu'il faut être prudent et traquer sur le long terme et faire son analyse complète, parce que si je vous prends juste ce premier trimestre 2026, si je nous fais 62 578 divisé par 109 896, ouais, voilà, 56%. Évidemment que c'est que sur ce trimestre-là. Et encore une fois, c'est rentrer dans les documents financiers. Je ne vais pas vous dire quoi faire, mais en tout cas, moi, si j'étais investisseur, j'entrerais dans les documents financiers parce que si je regarde la marge que sur un trimestre, je me dis, ah super, je mets 50% de marge dans le futur sur ce business, 56%, et puis bah, voilà, votre prix à payer, il explose, mais c'est pas raisonnable. Je me suis quand même mis au-delà des médianes. Elles sont à 22, historiquement, je me suis mis à 26 parce que oui, récemment, ils font mieux, hein. Regardez, on se balade à 30, 32, 37. Mais en fait, vous voyez, vous avez une grosse tendance d'amélioration sur les marges. Pourquoi? Ben, parce qu'en ce moment, la demande est énorme. Vous l'avez vu, le cloud, ça explose. Après, je vais vous parler des backlogs où en fait, ils n'arrivent pas à livrer. Je vais le garder pour le qualitatif. Donc, il y a un moment, bah, ils sont capables de faire payer bien cher. Et c'est tout le narratif sur les personnes qui louent du cloud. En ce moment, j'en ai d'autres en portefeuille. On reparlera par exemple aussi de Nebus un peu plus tard par rapport à ça. Donc voilà, je me mets pas à 40% de marge, mais je me demande si je ne vais pas faire un peu monter mes marges de quelques points, peut-être 28, peut-être 30. Au niveau du prix à payer par le marché, je reste sur un niveau quand même, on va dire, assez élevé, hein. 25 fois les bénéfices, c'est très bien payé, mais on parle d'une boîte qui a beaucoup de marge, beaucoup de croissance, donc le marché est capable de vous la payer cher. La médiane historique sur le PER, elle est à 27,75, donc je me suis mis en dessous. Si vous voulez faire du conservateur, vous pouvez mettre à 20, 22 ou le chiffre que vous voulez, mais je demande quand même 10% de discount rate et 10% de marge de sécurité. Donc voilà. Il faudra aussi que je retravaille sur le rachat d'actions, parce que s'il lève de l'argent pour l'intelligence artificielle qui continue ou qui commence, et s'il commence à diluer, il faudra que je revoie ce chiffre aussi quand je ferai la mise à jour jeudi. Et au niveau du chiffre d'affaires, hein, vous voyez, les analystes nous prévoient en 2031 en moyenne autour d'1 milliard de chiffre d'affaires et moi je suis plutôt autour des 800 milliards, donc pardon, 1000 milliards, 1 trillion. Donc je suis un peu plus bas qu'eux, ce qui va m'amener du coup à vous parler des croissances parce que, vous savez, je suis prudent historiquement sur l'avis des analystes. C'est qu'un avis, même si j'ai déjà dit que sur le chiffre d'affaires, je leur fais un peu plus, entre guillemets, confiance que sur le reste. Surtout que le précipe, notamment, où ils veulent mettre les ratios de prix qui les arrangent pour être tout le temps au plus juste à un an, parce que bah, c'est leur boulot, et de ne pas avoir trop tort, plutôt que d'essayer de faire du long terme. Mais bon, c'est intrinsèque à leur business, en tout cas, c'est ma vision des choses que je vous partage ici. Par contre, sur le chiffre d'affaires, souvent, bah, en fait, ils s'appuient sur les analyses d'experts sur les tendances sur le secteur, les prises de parts de marché, le TAM, le Total Addressable Market. Donc c'est un peu plus fiable, même si je suis prudent. Et en fait, je suis quand même forcé d'admettre que depuis plusieurs trimestres, ils sont en train d'exploser les croissances que j'ai prévues. Alors, historiquement, moi j'aime bien faire des projections assez conservatrices, donc c'est pour ça que je mets les taux de croissance qui ralentissent beaucoup. Mais j'ai peut-être été un petit peu lourd, pas dans le négatif, mais dans le non-optimisme, donc je vais peut-être un peu monter mes taux de croissance. Vous voyez, je suis quand même à seulement 10% dès 2028-2029. Je pourrais certainement monter peut-être à 12, 13, 14. Et vous voyez ici l'avis des analystes qui me mettent des taux de croissance beaucoup plus élevés, mais j'irai pas aussi loin aussi parce que bah, ça me permet de payer mes boîtes pas trop cher quand on est sur un narratif négatif. Google en ce moment, on n'est pas encore trop négatif, hein. Vous voyez ce que je vous disais quand on était
Dans les 400, je crois que j'ai pratiquement marqué le point haut sans le vouloir dans une vidéo YouTube à l'époque où je disais ouais 400, il est urgent d'attendre et moi je serais pas étonné qu'elle corrige. Bon là elle a baissé de pratiquement rien, 11%, c'est pas grand-chose. Mais voilà, j'attends les résultats avec impatience. Après elle pourrait très bien remonter, ce que j'espère, je l'ai en portefeuille. Mais 400 ça fait beaucoup quand même, je trouve à mon goût, hein, je tiens à le dire. Donc voilà, je réfléchis beaucoup sur le dossier. Est-ce que je suis trop conservateur? Oui, c'est possible. Historiquement, après, j'aime bien mettre des grosses décotes, c'est mon style. Jeudi, je ferai un gros travail fondamental dessus suite au résultat. Et je mettrai à jour, alors je vous rassure, hein, mon prix cible, il va pas monter à 400, faut pas rêver. Mais si je monte un peu les marges, un peu les croissances, il risque quand même d'être plus haut que 224 dollars. Et ensuite, ben, je vous donne des pistes et des questions que j'aime bien me poser avant le qualitatif. Par exemple, est-ce que j'ai bien conscience du cycle d'investissement qu'ils sont en train de faire? Notamment, hein, si vous allez dans le cash flow statement, bah, regardez les CAPEX, hein. Vous les avez ici seulement sur un trimestre. Premier trimestre 2025, on était à 17 milliards, on est passé à presque 36. Alors, le cash issu des opérations dans le cash flow statement, donc dans le tableau des flux de trésorerie, il a explosé aussi, on est passé de 36 à 45 milliards. Mais est-ce qu'on a conscience du cycle? Est-ce qu'on l'a pris en compte dans notre analyse? Est-ce qu'on a ouvert les documents? Je vous donne des pistes, évidemment. Vous savez pourquoi je fais ces vidéos YouTube? Déjà parce que ça m'intéresse, ça me passionne, même si je passe de plus en plus de temps aussi à côté à faire des recherches plus poussées pour essayer de faire des nouveaux styles de vidéos. Je pense que vous l'avez remarqué. Et donc, si je le fais, c'est aussi pour que vous ayez une opinion supplémentaire d'une personne sur YouTube qui partage ses analyses. Et après, je sais que vous menez les vôtres. Une autre question que je me poserais, est-ce que j'ai conscience du bilan qui se dégrade? Regardez les niveaux de cash, les cash équivalents qui sont à peine montés et les marketable securities qui ont même baissé. Vous le voyez ici sur un an sur le premier trimestre. Et à l'inverse, regardez la dette long terme, elle est montée. Et ils ont levé du cash à quelques mois, rappelez-vous. Donc voilà, regardez les documents, évidemment. On passe un peu au qualitatif, à ce que je vois sur le business, ce que je me pose comme question, ce que je surveille, etc. Et ça permettra de conclure la vidéo, sachant que vous avez déjà ma conclusion. Je conserve ma position, je réitère que j'aime beaucoup ce que je vois. Je réitère mon discours qu'à 400 dollars c'était trop cher, mais que c'est pas pour autant que je vais parier contre et que je suis très à l'aise à conserver cette entreprise en portefeuille que j'avais acheté à l'époque. Alors, vous avez vu, volontairement, je ne vous ai pas trop montré les bénéfices du premier trimestre. Et pourquoi? Parce que moi, ça m'a sauté aux yeux. Encore une fois, j'essaie de faire de plus en plus de l'éducatif et j'espère que ça peut aider à mon humble niveau. Mais quand je l'ai regardé, c'était ce matin en préparant la vidéo, il mon income statement que je vous retrouve, je l'ai encore perdu comme tout à l'heure. Parce qu'ils me l'ont mis sur 2 pages, c'est pour ça qu'il disparaît à moitié. Ouais, il est là. Enfin, c'est que la page continue en dessous, ça m'a induit en erreur. Ouais, quand j'ai vu les bénéfices qui ont fait pratiquement x2, je me suis dit oula, oula, qu'est-ce qui s'est passé? On va en reparler. Et donc, du coup, je suis plutôt resté sur le chiffre d'affaires et les marges à long terme dans mes projections. J'ai pas trop parlé du bénéfice par action volontairement, parce qu'il y a eu des grosses plus-values latentes, pas forcément réalisées, mais qui ont déjà été comptées comptablement, ce qui vous explique le net income qui explose. Et voilà, toujours regarder le compte de résultat, comprendre la logique derrière quand on descend dans les documents, quand on déroule. En tout cas, c'est ma vision des choses. Pour rappel, Google vise 200 milliards, un petit peu moins, je crois que c'est 180, 190 milliards de CAPEX sur 2026, ce qui est plus du double de 2025, qui était dans les 80, 90 annoncés. Je vous fais les chiffres de tête, hein, je connais très bien l'entreprise parce que je passe mon temps à l'éplucher vu que je l'ai en portefeuille, mais c'est à peu près ça les chiffres, vous les retrouverez pour moi au pire. Ils ont fait de la grosse levée de fonds récemment. Est-ce qu'il y en a d'autres à venir? Ben oui, c'est bien possible. Ils vont investir et moi j'en reparle après parce que je veux qu'ils investissent. Il faut juste que l'investisseur en ait conscience, qu'il ne soit pas surpris. Et c'est pas que sur Google, j'en parlais il n'y a pas longtemps sur c'était Nebus, où le marché est très émotionnel. C'est une boîte que j'ai achetée à 82, bon là à 195 elle est un peu chère, et on en avait parlé plusieurs fois, et j'arrête pas de dire, on est à un contrat d'éclater toute la valorisation, à chaque fois, c'est déjà arrivé plusieurs fois, et j'arrête pas de dire, soyez pas étonnés, ils vont lever du cash, ils vont peut-être diluer, ils vont peut-être lever de la dette, on le sait. Donc en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand on possède une entreprise, il faut avoir conscience que, dans le cas de Google, ils sont volontairement, et je le précise bien, Google est volontairement en train de dégrader le bilan. Il faut juste en avoir conscience. Est-ce qu'on l'a écrit? Est-ce qu'on l'a pris en compte? Moi, oui, et c'est pas quelque chose qui me dérange. Et pourquoi ça me dérange pas? Ça tombe bien, c'est le point d'après. L'investissement ne me dérange pas si ça se convertit ensuite en CA, donc en chiffre d'affaires, et en marge quand je descends dans l'income statement. Et on a déjà entendu les directions d'Amazon en parler, que dès qu'ils branchent un serveur, la puissance de calcul elle est déjà vendue, soit pour eux-mêmes ils l'utilisent, soit à quelqu'un d'autre.
Google aussi en a déjà parlé et d'autres en ont déjà parlé, ils n'arrivent pas à combler la demande. Et je sais, je le vois dans les médias, je le vois bien. Alors ça parle de bulles depuis pas mal de temps. Quand on regarde les valos, pour l'instant, on continue à avoir beaucoup de surprises sur le chiffre d'affaires et les marges. Et oui, il y aura peut-être un jour une bulle sur les valorisations, même si encore pas longtemps, je vous parlais de la capacité des entreprises à monter leurs bénéfices et de la peur de le marché est trop cher, le PER du S&P 500. J'avais fait une vidéo un petit peu, j'étais un peu énervé où je mettais voilà, je remettais un petit peu les points sur les i parce que ça me saoulait que les gens râlent le train à cause du fait qu'on oublie le concept que tout simplement le chiffre d'affaires peut monter, surtout quand on voit tout l'argent en circulation. Mais oui, si les valorisations, elles s'envolent, ça pourra arriver. C'est pour ça, je dis toujours, acheter à des valorisations raisonnables. C'est la base. C'est-à-dire que, voilà, là, je suis à 224 à payer, on est à 350, j'y vais pas. Je vais peut-être monter à 250, 280, on verra, j'attends les résultats. Mais payer au bon prix, évidemment. Voilà. Ce qui renvoie aussi sur la peur, sur le, entre guillemets, est-ce que les backlogs, c'est du sérieux? Est-ce que les clients qui ont posé pour plus de 400 milliards de backlog, c'est du sérieux? Est-ce qu'ils vont pas se désister? Est-ce que des OpenAI, des Anthropic vont pas un peu arrêter de dépenser ou mettre la clé sous la porte parce qu'il y a la peur? Bah là, c'était ce que j'ai écrit, la peur sur le S&P 500, sur Kimi 3, Kimi K3, pardon, qui nous a fait baisser depuis 2 jours là, les indices parce que les modèles vont devenir une commodité, ce qui est d'ailleurs un narratif avec lequel je suis en partie d'accord. Et donc, bah voilà, ça vous a fait une énième peur qui vous a fait un petit peu baisser Google, vous le voyez là, hein, les 2 journées de volatilité. Et j'invite évidemment, du coup, chacun à se poser la question, notamment sur le type de produit, parce que c'est ça dont on parle là, hein, quand je parle de produit qui peut devenir une commodité, un produit de consommation courante. L'idée, en fait, c'est que c'est large language model, donc c'est Grok, ChatGPT, Gemini, Claude, etc. Et ça peut être la course des prix vers le bas. Et oui, c'est possible. Et je pense que ça va devenir de plus en plus disponible pour tout le monde. Après, peut-être que des gens payeront un jour, mais il y aura aussi des modèles gratuits. On va en reparler d'ailleurs après Google Overview. Et donc, de jamais oublier cet esprit entrepreneur. On n'achète pas un prix sur un écran, on n'achète pas un graphique parce qu'on pense qu'il va monter plus. On l'achète parce qu'on sait ce qu'on est en train d'obtenir derrière en termes de valeur. Et donc, est-ce que ces produits ont de l'avenir? Est-ce que Gemini a de l'avenir? Est-ce que les serveurs ont de l'avenir? Est-ce que YouTube a de l'avenir? Qu'en est-il de la capacité à fixer les prix? Je pense personnellement, et là je vous partage une opinion, que la capacité à fixer les prix, elle va monter sur des business comme YouTube, sur des business comme les serveurs, sur des business comme la publicité. Par contre, est-ce qu'elle va monter sur des large language models, donc des Gemini, etc. J'ai plutôt tendance à dire que non. Et on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça que je ne vous mets pas des marges de 30-40% comme ils font en ce moment. Parce que, et même sur les serveurs, je dis, je pense que la capacité à fixer les prix montera. Oui et non. Je la vois pas partir non plus sur des niveaux extrêmes parce que monter des serveurs, il y a un vrai savoir-faire derrière, hein. Si vous avez un peu étudié Nebius, comme j'avais fait des vidéos dessus à l'époque, c'est pas si simple que ça. Mais je pense quand même qu'il y a un moment, les prix baisseront parce qu'on en reviendra simplement à la puissance de calcul, au prix de l'électricité. Et il y a moins de barrières à l'entrée qu'un YouTube qui a un effet de réseau énorme. Donc voilà, c'est à noter. Et d'ailleurs, dans Google, vous avez des business avec effet de réseau et d'autres non. Et il y en a qui se font attaquer, comme la recherche Google. C'est un effet de réseau qui est en train de se faire attaquer par les large language models. C'était tout le narratif après novembre 2022. Est-ce que l'effet de réseau de Google sur les recherches va se faire attaquer par les LLM? En partie, et c'est pour ça, en partie, j'avais fait une vidéo sur le dilemme de l'innovateur, c'est pour ça qu'en partie, Google s'autodisrupte, parce qu'ils le voient venir, ils sont pas bêtes. Quand vous écoutez Sundar Pichai, je pense que vous écoutez tous les appels aux investisseurs, si vous êtes dessus, j'imagine, vous voyez que le garçon, quand même, il réfléchit, quoi. Bref, etc. Et donc, qui vendra les pelles? Qui sera le chercheur d'or? Google, je pense que c'est les deux. Google vend des pelles avec ses serveurs, ils sont en train de développer des composants électroniques, les TPU notamment, dont on va reparler. Mais c'est aussi un petit peu l'aspect chercheur d'or, notamment avec Gemini, avec les modèles, où il y aura peut-être plus une course vers les prix bas et la baisse des marges. C'est possible. Pareil, vous avez le débat sur la publicité, qui était la vache à lait au début de Google, pardon. Et si je remonte dans les documents, aujourd'hui, vous voyez, on est sur un tout petit peu plus de 50% du chiffre d'affaires. Ça pèse de moins en moins. Le cloud monte en puissance. YouTube continue de monter en puissance. Donc ça va peser de moins en moins, et c'est une bonne chose.
Pour rappel aussi, on est sur un x2 ou presque x2 sur les MAU, donc les Monthly Active Users, donc les utilisateurs actifs mensuels uniques sur Gemini. Et il faudrait que je vérifie, je crois pas qu'il compte Google Overview dedans. À vérifier, bon, on va vérifier les chiffres. Et attention, du coup, bah oui, ce que je vous disais, marge à surveiller, parce que quand vous avez autant d'utilisateurs et vous avez pris autant de parts de marché, notamment vous êtes allé gratter chez OpenAI, hein. C'est OpenAI qui s'est fait le plus gratter, bah, c'était eux, oui, ils vont tuer Google après novembre 2022. Entre-temps, il y a Claude qui s'est ramené, qui a pris énormément de parts de marché, notamment dans les entreprises, chez les professionnels, où Claude est vraiment en ce moment le plus hypé, hein, celui qui est le plus utilisé, c'est même pas de la hype d'ailleurs, c'est les chiffres qui sont là. Et bah, chez le public, avec le dilemme de l'innovateur et l'autodisruption que se fait Google, eh ben, je ne sais plus, ils sont bientôt à 30% de part de marché sur les LLM chez les particuliers, je crois, Google, entre 20 et 30, vous vérifierez, mais je crois qu'on est autour des 25, 27, je crois que c'est 27. Bref, beaucoup de chiffres de tête parce que j'ai pas tout écrit, la vidéo serait trop longue déjà, qu'elle va être super longue. Je continue pendant longtemps aussi sur Google, parce que c'est une boîte qui a souvent été critiquée et attaquée. Un peu, d'ailleurs, c'était un peu la même période qu'Apple, où ça parlait beaucoup des lois antitrust, donc les lois anti-monopole, etc. J'ai déjà évoqué ma vision là-dessus et je vais le refaire. Pour moi, ça devient de plus en plus un faux débat par rapport à il y a 100 ans. Et pour rappel, les peurs, c'est oui, quand vous avez des monopoles, les États peuvent venir casser les monopoles, forcer des scissions d'activités d'entreprise pour protéger le consommateur. Je vous fais la version courte. Et donc oui, pour le consommateur, c'est vrai. Mais c'était surtout vrai il y a 100 ans. Et aujourd'hui, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, dans un monde globalisé, donc mondialisé, le monde mondialisé est passé par là. Et si on vient à casser une entreprise, d'ailleurs j'ai mis breakdown, je me suis trompé, c'est break up, ils ne feront pas forcément la même chose ailleurs. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, je pense que la géopolitique est venue beaucoup se glisser dans l'antitrust. Et si ben, les États-Unis, le gouvernement américain vient à casser des Google, des Apple, des Amazon, les concurrents dans les autres pays, ils vont peut-être pas le faire. Et donc c'est pour ça, je l'avais déjà exprimé mon avis là-dessus. Oui, l'antitrust, ça peut faire des vraies peurs. Et rappelez-vous les peurs qui ont été répandues sur Google Chrome avant que finalement la justice dise que Google pouvait les garder. Ils en parlaient de partout. Et à l'époque, j'avais dû en parler. Pour moi, c'était pas quelque chose qui m'inquiétait trop. Parce que bah, derrière, c'est super risqué. Et en plus, voilà, on avait parlé aussi de l'antitrust sur le moteur de recherche Google. Bah, le gouvernement a eu de s'occuper de rien du tout. Il y a ChatGPT qui est arrivé et qui s'est occupé de la concurrence directement bah, en fait, par l'offre et la demande sur le marché et l'innovation. Donc, c'est pas quelque chose qui m'inquiète de trop. Allez, je vais avancer un petit peu pour finir cette vidéo. Aussi, j'aime bien leurs autres projets annexes. Waymo, la conduite autonome, qui arrive à Londres, qui a aussi, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, ouvert une entité en France, enregistré une entreprise, donc peut-être qu'ils arriveraient à Paris. Et aussi les composants électroniques, hein. Les Tensor, je crois, qui s'appellent dans leur téléphone, les Google Pixel, où ils prennent pas mal de parts de marché aux autres fabricants. Ils sont évidemment Android aussi dans beaucoup de téléphones. On peut penser aussi aux TPU, qui sont leurs cartes serveurs qui sont en train de développer en interne. Ils ont beaucoup de projets annexes que j'apprécie. Et donc voilà, hein, quelques pistes de recherche qualitative. J'aurais pu faire la liste encore bien longue, hein. Ils ont plein de projets, ils ont plein de sujets très intéressants. Ils se lancent dans le hardware. Donc le hardware, c'est les produits physiques en plus du logiciel, du software. Ils ont des effets de réseau historiques qu'ils essaient d'auto-disrupter eux-mêmes parce qu'ils voient bien que la concurrence est là. Et c'est un business qui est bien géré, qui a souvent eu des critiques au niveau de la direction. C'est vrai que ça parle peu. Il y avait eu des bruits que ça se rebellait en interne, des problèmes un petit peu de gouvernance, etc. Bref, beaucoup de bruit. En même temps, c'est des très grosses entreprises, c'est normal hein, que ça fasse parler. Mais en attendant, c'est pour ça que j'ai commencé cette fois la vidéo par les chiffres. C'est vrai, pendant longtemps sur YouTube, je commençais par le qualitatif, je faisais les chiffres ensuite. J'avais envie de faire l'inverse. Pourquoi? Parce que le qualitatif, c'est encore plus important. Et du coup, je me suis dit, bah, mets-le à la fin. C'est vrai que quand j'ai regardé les chiffres ce matin, que j'ai sorti bah, les bons biodocs financiers du trimestre d'avant pour préparer bah, la prochaine publication, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est quand même un sacré business. Et est-ce que j'ai été trop conservateur? Je pense pas tant que ça. À mon avis, je sais pas combien je vais arriver, peut-être un peu plus, peut-être plus 10, plus 15% sur le prix cible, on verra, je l'ai pas fait, j'attends les résultats. Voilà, 400 ça me paraît beaucoup, 350 ça va mieux. Si ça vient corriger, pourquoi pas m'en racheter un jour? Vous savez jamais, hein, sur une grosse peur, si on arrive au prix, je pourrais continuer le DCA. Dans tous les cas, j'aime beaucoup l'entreprise. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'arrive du mal à parler, je sais pas pourquoi il y aurait eu beaucoup de cuts alors que des fois elles sont pratiquement en live. Bon, c'est pas grave, ça change.
Et bah, écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez, comme je vous le disais. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Dites-moi si ce style vous aura plu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des comme ça. J'avais envie. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.